Awa Adja. Bienvenue au 20h. Quand ça dose, on doit donc mettre des commentaires. Elle a donc saccagé donc et tout dit, avec donc des vérités qui choquent donc des Camerounais. Vous savez donc qu'est-ce qui fait donc la force donc de M. Paul Biya. Vous savez donc que Chantal Biya supprime donc la vie donc des Camerounais. Ok, c'est bon. Par sa forte ukrainienne et ses tenues endimanchées. Donc on n'a pas besoin d'un dessin. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc le soir du banquet, la dame lui dit, le guide aimerait vous voir demain. L'avion du président partait ce matin-là. Donc on vient la chercher à 9h. Biya est à l'aéroport. Vous pouvez voir ça sur YouTube, parce qu'à l'époque, le journal Le Monde sort un journal où on parle des biens mal acquis et on dit que Biya aurait acheté une maison en France. Et il se plaint à l'aéroport. Il est assis à côté d'Abdoulaye Wade et à côté du président équato-guinéen. Il dit, mais ces journalistes, ils ne vérifient même pas avant d'écrire. Donc il est à l'aéroport, 9h, sa femme n'est pas là, 10h n'est pas là, et ça mène à 13h15 avec la fermeture éclair de sa jupe déchirée. Voilà. Donc, elle était chez le guide. Mieux encore, je vous recommande un autre ouvrage, ça s'appelle La garçonnière de la République, Émilie Larnaise. Elle est journaliste au Point. Elle en parle au détour de l'affaire Sarkozy. D'accord. Donc, les services secrets israéliens font un rapport à Sarkozy avec les images d'elle et de Kadhafi. Les images de Chantal Biya. Voilà, et de Kadhafi. Et des images comment? Des images intimes. Des images intimes. Voilà. Sarkozy regarde, il tourne la page, il y a aussi son cas à lui. D'accord. Voilà, il y a son cas à lui. C'est comme ça qu'il voit qu'on dit que Sarkozy a agressé Cécilia, mais bref, c'est lors de la libération des otages bulgares, les infirmières bulgares, etc. L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui est l'une des plus explosives et scandaleuses jamais révélées sur le pouvoir camerounais. Elle touche directement Paul Biya, président du Cameroun, et sa femme Chantal Biya, et met en lumière un épisode qui aurait profondément ébranlé l'homme le plus puissant du pays. Les révélations proviennent d'un ancien haut responsable de la présidence, qui a accepté de parler en détail d'un événement si choquant qu'il aurait fait pleurer Paul Biya pendant des jours. Tout commence dans la ville de Tripoli, au Liban, non, au cœur de la Libye, dans le somptueux palais de Mouammar Kadhafi, à l'occasion d'un sommet diplomatique international. Des dirigeants du monde entier s'y sont réunis pour discuter de l'avenir du continent africain, mais ce qui devait être une réunion officielle a rapidement pris une tournure inattendue. Selon notre source, Chantal Biya, l'épouse du président camerounais, était présente aux côtés de Paul Biya. Elle était alors déjà connue dans certains cercles pour son tempérament et son audace, mais personne ne pouvait imaginer ce qui allait se produire cette nuit-là. Alors que le président se préparait à retourner au Cameroun avec son épouse, il demanda à l'un de ses gardes de la rejoindre dans sa suite pour finaliser les préparatifs. Mais à la surprise générale, le garde ne trouva personne. La tension monta immédiatement. Où était-elle passée? Pourquoi n'était-elle pas dans sa chambre? Le garde se précipita dans les couloirs somptueux du palais libyen, mais il n'y avait aucun signe de l'épouse du président. Ce que Paul Biya ignorait, c'est que Kadhafi avait prévu cette rencontre. Le guide libyen, célèbre pour son charisme et sa capacité à séduire, avait invité Chantal Biya dans son appartement privé pour ce qu'il présentait comme une simple discussion diplomatique. Mais très vite, cette réunion prit un tournant beaucoup plus intime. Selon notre informateur, Kadhafi avait un talent certain pour transformer une conversation banale en un jeu de séduction irrésistible. Chantal Biya, déjà réputée pour ne pas toujours résister à de telles tentations, ne put faire face au charme du guide libyen. Les détails que nous avons obtenus sont précis et choquants. L'intensité de cette rencontre aurait été telle que la robe de Chantal Biya fut endommagée, la fermeture éclair déchirée lors d'un moment d'intimité involontaire. Lorsque la rencontre se termina, Chantal Biya aurait immédiatement regagné sa suite pour se préparer à partir avec Paul Biya, malgré l'état de sa tenue. À l'aéroport, le président ne tarda pas à remarquer l'anomalie et questionna sa femme sur sa robe, mais la vérité demeura cachée à ce moment-là. Ce que peu de gens savent, c'est que cet épisode aurait été le déclencheur d'une série de révélations bien plus explosives. Kadhafi, à l'époque impliqué dans des transactions financières controversées avec Nicolas Sarkozy, aurait utilisé ces images et moments compromettants pour faire pression sur le président français. Mais parmi les clichés compromettants, figuraient également plusieurs épouses de dirigeants africains, dont Chantal Biya. Ces images, envoyées à Nicolas Sarkozy, avaient pour but de montrer que Kadhafi,
tenait tout le monde. Paul Biya, lorsqu'il eut connaissance de ces révélations, fut choqué. Selon notre source, il se sentit humilié et trahi, non seulement par la situation elle-même, mais aussi par l'ampleur de ce que Kadhafi avait pu organiser. Sans les moyens de riposter, le président camerounais ne pouvait agir directement, laissant le soin à d'autres acteurs de gérer la situation. C'est ainsi que Nicolas Sarkozy décida d'intervenir personnellement, prenant en main une affaire qui allait secouer la diplomatie internationale et marquer à jamais les relations entre les pays concernés. Après la fuite des images compromettantes, la tension monta à des niveaux inimaginables. Nicolas Sarkozy, confronté à l'ampleur de la manipulation de Kadhafi, comprit immédiatement qu'il n'avait pas affaire à un simple scandale financier, mais à un véritable réseau de chantage international. Les images, soigneusement sélectionnées, montraient non seulement des moments intimes avec l'épouse de Paul Biya, mais aussi celles de plusieurs autres épouses de dirigeants africains et de hauts dignitaires. Chaque cliché était un levier de pression, une preuve du pouvoir de Kadhafi pour influer sur les décisions des plus hautes sphères du pouvoir mondial. Pour Paul Biya, la découverte de ces images fut un choc émotionnel et psychologique. Selon notre source, il ne pouvait pas croire que sa propre épouse avait succombé au charme d'un autre homme, et surtout pas celui d'un dirigeant étranger. La trahison ne se limitait pas à l'intimité, elle menaçait l'autorité du président lui-même et la perception qu'avaient ses proches et le peuple camerounais de sa position. Paul Biya, habitué à contrôler chaque aspect de sa présidence et de sa vie privée, se retrouvait impuissant face à une manipulation qu'il ne pouvait pas contrer directement. Dans les jours qui suivirent, la situation devint encore plus complexe. Kadhafi, conscient du pouvoir que détenaient ces images, multiplia les menaces et exigea le remboursement immédiat des sommes versées à Nicolas Sarkozy pour sa campagne présidentielle. Le guide libyen savait que le président français était particulièrement soucieux de son image et que la divulgation de ces clichés pourrait déclencher un scandale sans précédent. Pour accentuer la pression, il envoya les mêmes images à d'autres dirigeants, parmi lesquels Paul Biya, afin de montrer qu'il tenait l'ensemble des protagonistes sous contrôle. La stratégie de Kadhafi reposait sur la peur et la manipulation psychologique. Chaque dirigeant était mis face à un dilemme, céder à ses exigences ou risquer que ces images compromettantes ne soient divulguées au public. Pour Paul Biya, cette situation était insoutenable. Selon notre informateur, le président camerounais ressentit un mélange de colère, d'humiliation et de frustration. Il se jura intérieurement de se venger, mais il était limité par le manque de moyens et par l'impossibilité d'agir directement contre Kadhafi, dont le réseau d'influence s'étendait bien au-delà des frontières libyennes. Pendant ce temps, Nicolas Sarkozy prit les choses en main. Conscient de l'urgence et de la gravité de la situation, il entreprit une série de mesures pour protéger sa réputation et neutraliser l'influence de Kadhafi. Des négociations secrètes, des menaces voilées et des alliances stratégiques furent mises en place pour isoler le guide libyen. Les images, bien que destinées à faire peur, devinrent paradoxalement un outil pour organiser la riposte. Chaque dirigeant qui avait reçu les clichés comprit qu'il fallait coopérer pour limiter les dégâts. Cependant, pour Paul Biya, l'impact émotionnel fut durable. Selon notre source, les jours suivants furent marqués par une profonde introspection. Le président se replia sur lui-même, analysant chaque détail de sa vie privée et politique. L'épisode avec Chantal Biya et Kadhafi n'était pas seulement une affaire intime, il révélait des failles dans son entourage, une vulnérabilité face aux manipulations extérieures et le risque constant que sa vie personnelle soit exploitée à des fins politiques. La deuxième partie de cette affaire révèle également le rôle ambigu des conseillers et du personnel de la présidence camerounaise. Certains auraient tenté de minimiser l'impact de l'affaire, tandis que d'autres, plus proches de Paul Biya, cherchaient des moyens de contre-attaquer ou de protéger l'image du président. Mais face à un adversaire aussi imprévisible et influent que Kadhafi, les options étaient limitées. La seule issue semblait être l'intervention d'un acteur extérieur capable de neutraliser le guide libyen, et c'est précisément ce rôle que Nicolas Sarkozy décida d'endosser. Ainsi, ce qui avait commencé comme un épisode intime et scandaleux se transforma en un véritable affrontement diplomatique et stratégique. Kadhafi, par ses manipulations, révélait non seulement le caractère fragile de certains couples présidentiels, mais aussi la vulnérabilité des dirigeants face au chantage personnel et financier. Chaque image, chaque secret exposé, devenait un instrument de pouvoir et de contrôle, capable de faire vaciller même les présidents les plus expérimentés. Alors que l'affaire des images compromettantes se répandait dans les cercles diplomatiques, Kadhafi intensifiait ses manœuvres. Connu pour son intelligence stratégique et sa capacité à manipuler à la fois les esprits et les relations internationales, il savait que la peur pouvait être une arme plus efficace que la force.
Chaque cliché envoyé à un dirigeant ou à son épouse n'était pas un simple acte de chantage, c'était une démonstration de pouvoir, un message silencieux qui disait « Je contrôle vos secrets, je contrôle vos décisions ». Pour Paul Biya, la situation devenait de plus en plus insoutenable. Selon notre source, il vivait dans un état constant d'angoisse et de colère. L'humiliation ne venait pas seulement de l'épisode lui-même, mais de la certitude que Kadhafi détenait désormais une arme capable de déstabiliser sa présidence. Chaque réunion, chaque échange avec ses conseillers était teinté par cette crainte que l'information ne fuite au public. Les tensions au sein de son entourage s'accentuèrent, certains membres cherchant à protéger l'image du président, d'autres craignant les représailles de Kadhafi. Pendant ce temps, Nicolas Sarkozy entreprit une riposte méthodique. Conscient que la force brute n'était pas suffisante pour neutraliser Kadhafi, il opta pour une combinaison de diplomatie secrète et de pression stratégique. Les négociations avec les alliés européens et africains s'intensifièrent. Chaque décision, chaque mouvement était calculé pour isoler Kadhafi et réduire son influence. Les images compromettantes, initialement destinées à le faire chanter, furent utilisées comme levier pour créer des alliances et convaincre d'autres dirigeants de prendre position contre lui. Ce que peu de gens savent, c'est que l'intervention de Sarkozy eut un impact direct sur Paul Biya. La pression exercée sur Kadhafi allégea quelque peu la menace sur le président camerounais. Bien que la douleur et la trahison personnelle demeuraient, la certitude que des forces puissantes étaient désormais en jeu permit à Paul Biya de retrouver un semblant de contrôle. Selon notre informateur, il commença alors à élaborer des stratégies pour protéger sa réputation et s'assurer que de tels scandales ne se reproduiraient pas. Chantal Biya, de son côté, demeurait au centre de cette tempête. Sa réputation, déjà sujette à des critiques dans certains cercles, se retrouva fragilisée par les révélations. Cependant, son retour rapide auprès de Paul Biya après l'incident à Tripoli permit de maintenir l'apparence de stabilité au sein du couple présidentiel. Les questions restèrent nombreuses, jusqu'où allait-elle aller dans ses relations personnelles? Quels secrets restaient encore cachés? Et surtout, quelles conséquences ces actions pourraient-elles avoir sur la présidence et l'image internationale du Cameroun? La troisième partie de cette affaire montre également à quel point les réseaux de pouvoir sont imbriqués. Kadhafi ne se contentait pas de manipuler individuellement les dirigeants, il créait un système où chaque président, chaque épouse, chaque conseiller pouvait devenir un instrument de pression. Chaque secret, chaque faiblesse était un levier pour influencer les décisions à l'échelle internationale. Dans ce contexte, même un président expérimenté comme Paul Biya se retrouvait vulnérable. Ce qui est fascinant et terrifiant à la fois, c'est la manière dont la diplomatie, l'intimité personnelle et le pouvoir politique se sont entrelacés dans cette affaire. L'histoire de Chantal Biya et de Kadhafi n'est pas seulement un scandale privé, c'est un exemple de la manière dont le pouvoir peut être manipulé par ceux qui savent exploiter les failles humaines et politiques. La peur, le chantage et la manipulation sont devenus des instruments stratégiques, capables de transformer des relations diplomatiques en champ de bataille psychologique. Alors que le scandale continuait de secouer les sphères diplomatiques, Nicolas Sarkozy décida de prendre le contrôle total de la situation. Selon notre source, le président français comprit rapidement que Kadhafi utilisait non seulement les images compromettantes pour se protéger, mais également pour accroître son influence sur plusieurs dirigeants africains. Il s'agissait d'un chantage à grande échelle, un réseau invisible de manipulation qui menaçait de déstabiliser non seulement la Libye, mais plusieurs pays alliés de la France, dont le Cameroun. Sarkozy opta pour une stratégie combinant diplomatie, intelligence et menaces directes. Les contacts furent multipliés, des alliances secrètes forgées, et des pressions financières et politiques exercées sur Kadhafi. Mais le plus étonnant dans cette affaire, c'est que le scandale intime l'épisode de Chantal Biya devint un levier politique et stratégique. Chaque image, chaque secret détenu par Kadhafi fut utilisé pour créer un équilibre de force, où la survie politique et la réputation des dirigeants impliqués dépendaient de la capacité à négocier et riposter intelligemment. Pour Paul Biya, cette intervention extérieure représenta à la fois un soulagement et une nouvelle source d'inquiétude. D'un côté, la pression de Sarkozy contre Kadhafi limita l'exposition de son épouse et réduisit le risque immédiat pour sa réputation. De l'autre, elle révéla une vérité difficile à accepter, même le président le plus puissant du Cameroun ne pouvait pas contrôler toutes les situations, surtout lorsqu'il s'agissait de manipulation internationale et de secrets personnels. Chantal Biya, quant à elle, se retrouva au cœur d'un enchevêtrement de pouvoir et de chantage qui dépassait largement son rôle d'épouse présidentielle. Selon nos informations, elle comprit que ses actions avaient des répercussions politiques directes et que le moindre faux pas pouvait être exploité par des acteurs bien plus puissants que le président camerounais. La prudence devint essentielle,
mais la blessure psychologique et l'humiliation ressentie par Paul Biya restèrent présentes, influençant son comportement et sa relation avec son entourage. Le scandale révéla également la fragilité des alliances internationales et la manière dont les secrets personnels pouvaient être exploités à des fins politiques. Kadhafi, malgré sa réputation de stratège, se retrouva confronté à un adversaire redoutable, Nicolas Sarkozy, qui combina intelligence, réseau d'influence et capacité à manipuler les informations à son avantage. La chute de Kadhafi, bien que tardive, fut accélérée par cette série de révélations et par l'exploitation habile de ses propres méthodes contre lui. Pour Paul Biya, cette affaire eut un impact durable. La leçon était claire, dans le monde du pouvoir, l'intimité personnelle et la réputation sont des armes autant que des vulnérabilités. La confiance et la vigilance deviennent essentielles, parce que la vraie question, c'est, comment on peut appeler ça une compétition, si l'arbitre, le ballon, le stade et même les supporters appartiennent au même camp? Regardez-moi ça. On interdit les débats politiques comme si les Camerounais étaient des enfants de maternelle qu'il ne faut pas exposer à trop de bruit. On exclut l'opposition crédible comme si c'était un virus contagieux. Et après, on veut encore que le peuple se lève à 4 heures du matin, fasse la queue devant les bureaux de vote, et dépose un bulletin qui finira directement dans la poubelle de l'histoire. C'est ça, leur démocratie? Une démocratie sans choix, c'est comme un dolé sans viande de bœuf, tu peux manger, mais ton ventre restera toujours vide. Mais attention, mes chers abonnés, Alice Ncom ne s'arrête pas au constat amer. Elle pose une bombe, sinon, vous savez où se situe le bureau du peuple. Ah! Cette phrase-là, il faut la décortiquer doucement comme un poisson braisé avec beaucoup de piment. Ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire que si les candidats refusent de jouer franc jeu, si le régime persiste dans son théâtre de marionnettes, le peuple a son propre bureau, son propre tribunal, sa propre justice. Ce bureau-là, ce n'est pas Elecam, ce n'est pas le Conseil constitutionnel, ce n'est pas le ministère de l'administration territoriale. Non. C'est le bureau de la rue, le bureau du marché, le bureau de la jeunesse fatiguée qui vend les beignets pour survivre. Et ce bureau-là, mes amis, quand il s'ouvre, même le RDPC tremble. Voyez-vous, le message de Maître Ncom, ce n'est pas seulement une dénonciation, c'est une mise en garde. Elle dit au régime, vous pensez que vous pouvez éternellement museler le peuple, mais sachez qu'un jour, le silence se transforme en cri, et le cri se transforme en tempête. Et ce jour-là, même vos villas de Genève ne pourront pas vous protéger. Parce que quand le peuple se lève, c'est comme le Nyong en saison de pluie, ça déborde, ça inonde tout, ça emporte même les pirogues mal attachées. Alors, chers abonnés, posez-vous la question, est-ce qu'on va continuer à jouer les figurants dans ce théâtre où les acteurs principaux sont déjà choisis, ou bien on va réclamer notre rôle de protagoniste dans l'histoire du Cameroun? Moi je vous demande franchement, vous voulez encore voter pour applaudir une mascarade, ou bien vous êtes prêt à dire « stop » et exiger des élections qui reflètent vraiment votre volonté? Parce qu'au fond, ce que dit Alice Ncom, c'est simple, si on accepte encore des élections truquées, verrouillées, cadenassées, alors on a signé nous-mêmes notre certificat de résignation. Mais si on dit « non », si on interpelle les candidats, si on exige la vérité des urnes, alors peut-être, juste peut-être, l'histoire changera. Conclusion. Voilà mes chers téléspectateurs, l'heure n'est plus au bavardage de salon ni aux lamentations de comptoir. Comme dit le proverbe Bassa, celui qui ferme les yeux pendant qu'on l'enterre ne doit pas accuser la terre d'être trop lourde. Alice Ncom a posé la question du siècle, démocratie ou mascarade? À vous maintenant de juger et de dire en commentaire ce que vous pensez. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à Info Cameroun TV, la chaîne qui transforme la politique en vérité assaisonnée au poivre rouge. Likez, partagez et restez branchés, parce que la suite, mes amis, sera encore plus pimentée. Consigne de vote attendue, Maurice Kamto officialise sa vision politique à travers un ouvrage monumental. Bonjour chers abonnés et bienvenue sur le Panafricain, votre chaîne d'information et d'analyse politique sans concession. Ici, nous décortiquons l'actualité africaine et internationale avec rigueur et profondeur, afin de donner à chacun de vous les clés de compréhension de ce monde en mutation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement intellectuel et politique majeur. La publication d'un ouvrage monumental de Maurice Kamto, président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous rappeler de vous abonner massivement à la chaîne, d'aimer cette vidéo et de la partager autour de vous. Votre soutien est essentiel pour que la voix panafricaine continue de résonner haut et fort. Maurice Kamto, un intellectuel avant tout. Pour comprendre la portée de ce livre de 557 pages,
il faut d'abord revenir sur le parcours de Maurice Kamto. Juriste internationalement reconnu, ancien membre de la Commission du droit international des Nations Unies, il a marqué la scène juridique africaine et mondiale par sa contribution au règlement pacifique du différend frontalier entre le Nigeria et le Cameroun concernant la péninsule de Bakassi. Ce profil académique solide lui confère une légitimité intellectuelle rare dans le paysage politique camerounais, souvent dominé par des figures populistes ou issues des réseaux de pouvoir traditionnels. Kamto, lui, se positionne comme un homme d'idées, un professeur de droit devenu acteur politique. Un ouvrage académique ou un manifeste politique déguisé, intitulé « Droit international et polycentrisme normatif. La règle internationale dans tous ses états ». Cours général de droit international, le livre se présente comme une réflexion de haut niveau sur la complexité des normes internationales dans un monde multipolaire. Mais derrière la technicité juridique, son parti, le MRC, y voit bien plus qu'un simple exercice académique. Joseph-Emmanuel Ateba, secrétaire national à la communication du parti, souligne que toute la pensée kantienne est traversée par une obsession pour l'équité. Cette obsession, un terme fort mais révélateur, serait le fil rouge de sa carrière. Que ce soit dans ses analyses juridiques, dans ses interventions publiques ou dans ses positions politiques, Maurice Kamto ne cesse de revenir sur la nécessité de justice, de partage et de répartition équilibrée du pouvoir. Le concept de polycentrisme normatif, une clé de lecture politique. Au cœur de l'ouvrage, on retrouve la théorie du polycentrisme normatif. Ce concept peut sembler technique, mais il est d'une portée politique considérable. Il s'agit de promouvoir l'idée que la création des règles internationales ne doit pas être monopolisée par une seule puissance, mais répartie entre plusieurs centres de décision légitimes. En filigrane, le parallèle est évident. Au Cameroun, Maurice Kamto défend la même logique. Contre le centralisme jacobin incarné par le régime actuel, il propose une gouvernance plus ouverte, plus participative, où le pouvoir de décision est partagé entre différents acteurs. Collectivités locales, forces sociales, société civile, et bien sûr les citoyens eux-mêmes. Le polycentrisme normatif devient ainsi une métaphore politique. Un plaidoyer pour un Cameroun décentralisé, démocratique et équitable. Un projet de société ancré dans la pensée académique. Pour le MRC, ce livre constitue la matrice intellectuelle du projet de société du parti. Là où d'autres leaders politiques se contentent de slogans électoraux, Kamto cherche à ancrer sa vision dans une pensée structurée, documentée et cohérente. L'ouvrage met en avant une société où la redistribution des richesses serait équitable. L'harmonie territoriale primerait sur la marginalisation régionale. Et les décisions politiques ne seraient plus confisquées par une élite centralisée. C'est donc un modèle de gouvernance alternatif qui s'oppose directement au système actuel. Une stratégie de légitimation politique. La publication de cet ouvrage n'est pas un hasard. Elle intervient à un moment où la scène politique camerounaise entre dans une phase de pré-campagne électorale. En agissant ainsi, Kamto envoie un signal clair. Il ne veut pas seulement être perçu comme un opposant contestataire, mais comme un intellectuel d'État, un homme d'idées capable de gouverner avec une vision structurée. Cette stratégie, qui consiste à utiliser la production académique comme outil de soft power, est relativement rare en Afrique centrale. Elle permet à Kamto de se distinguer de ses rivaux et de consolider son image d'homme politique crédible sur la scène nationale et internationale. Comparaison avec d'autres figures africaines. L'approche de Maurice Kamto rappelle celle de certaines grandes figures politiques africaines qui ont su allier pensée intellectuelle et action politique. On pense à Cheikh Anta Diop au Sénégal, à Kwame Nkrumah au Ghana, ou encore à Amilcar Cabral en Guinée-Bissau. Ces hommes ont compris que pour transformer la société, il ne suffisait pas d'avoir un discours mobilisateur, mais qu'il fallait également proposer une vision structurée, fondée sur une réflexion approfondie. Kamto, à sa manière, s'inscrit dans cette tradition. Mais quel impact électoral ? La grande question reste néanmoins posée. Cette force intellectuelle peut-elle réellement se transformer en capital électoral ? L'histoire politique regorge d'exemples d'intellectuels brillants qui n'ont pas su conquérir le pouvoir faute de relais populaires suffisants. Le Cameroun, dominé depuis plus de 4 décennies par Paul Biya et son système centralisé, reste un terrain difficile pour toute opposition. Maurice Kamto parviendra-t-il à transformer ces concepts théoriques en consignes de vote concrètes ? Sa vision séduira-t-elle au-delà des cercles universitaires et militants pour toucher la masse des électeurs camerounais ? C'est toute l'équation qui se pose aujourd'hui. Un tournant dans le débat politique camerounais. Quoi qu'il en soit, la sortie de cet ouvrage marque une étape importante. Elle montre que le débat politique camerounais s'élève, qu'il ne se limite plus aux invectives, aux slogans ou aux affrontements électoraux, mais qu'il gagne désormais aussi le champ des idées, de la réflexion académique et de la pensée critique. C'est un signe encourageant pour la démocratie. Un pays où les idées circulent,
où elles sont discutées, critiquées et confrontées, est un pays qui avance. Maurice Kamto, fort de sa stature d'universitaire, investit ce terrain avec une légitimité que peu d'opposants peuvent revendiquer. Sa production intellectuelle devient ainsi un soft power au service de ses ambitions politiques. La sortie de cet ouvrage, en pleine effervescence politique nationale, ne doit rien au hasard. Alors que les échéances électorales se profilent à l'horizon, Kamto consolide son statut d'intellectuel de référence de l'opposition. Cette stratégie de légitimation par la production académique s'inscrit dans une démarche de long terme. Elle vise à ancrer son leadership au-delà des simples considérations électoralistes, en s'appuyant sur une pensée structurée et cohérente. L'ouvrage met en avant une société où la redistribution des richesses serait équitable, l'harmonie territoriale primerait sur la marginalisation régionale, et les décisions politiques ne seraient plus confisquées par une élite centralisée. C'est donc un modèle de gouvernance alternatif qui s'oppose directement au système actuel. Une stratégie de légitimation politique. La publication de cet ouvrage n'est pas un hasard. Elle intervient à un moment où la scène politique camerounaise entre dans une phase de pré-campagne électorale. En agissant ainsi, Kamto envoie un signal clair. Il ne veut pas seulement être perçu comme un opposant contestataire, mais comme un intellectuel d'État, un homme d'idées capable de gouverner avec une vision structurée. Cette stratégie, qui consiste à utiliser la production académique comme outil de soft power, est relativement rare en Afrique centrale. Elle permet à Kamto de se distinguer de ses rivaux et de consolider son image d'homme politique crédible sur la scène nationale et internationale. Comparaison avec d'autres figures africaines. L'approche de Maurice Kamto rappelle celle de certaines grandes figures politiques africaines qui ont su allier pensée intellectuelle et action politique. On pense à Cheikh Anta Diop au Sénégal, à Kwame Nkrumah au Ghana, ou encore à Amilcar Cabral en Guinée-Bissau. Ces hommes ont compris que pour transformer la société, il ne suffisait pas d'avoir un discours mobilisateur, mais qu'il fallait également proposer une vision structurée, fondée sur une réflexion approfondie. Kamto, à sa manière, s'inscrit dans cette tradition. Mais quel impact électoral ? La grande question reste néanmoins posée. Cette force intellectuelle peut-elle réellement se transformer en capital électoral ? L'histoire politique regorge d'exemples d'intellectuels brillants qui n'ont pas su conquérir le pouvoir faute de relais populaires suffisants. Le Cameroun, dominé depuis plus de 4 décennies par Paul Biya et son système centralisé, reste un terrain difficile pour toute opposition. Maurice Kamto parviendra-t-il à transformer ses concepts théoriques en consignes de vote concrètes ? Sa vision séduira-t-elle au-delà des cercles universitaires et militants pour toucher la masse des électeurs camerounais ? C'est toute l'équation qui se pose aujourd'hui. Un tournant dans le débat politique camerounais. Quoi qu'il en soit, la sortie de cet ouvrage marque une étape importante. Elle montre que le débat politique camerounais s'élève, qu'il ne se limite plus aux invectives, aux slogans ou aux affrontements électoraux, mais qu'il gagne désormais aussi le champ des idées, de la réflexion académique et de la pensée critique. C'est un signe encourageant pour la démocratie. Un pays où les idées circulent, où elles sont discutées, critiquées et confrontées, est un pays qui avance. Maurice Kamto, fort de sa stature d'universitaire, investit ce terrain avec une légitimité que peu d'opposants peuvent revendiquer. Sa production intellectuelle devient ainsi un soft power au service de ses ambitions politiques. La sortie de cet ouvrage, en pleine effervescence politique nationale, ne doit rien au hasard. Alors que les échéances électorales se profilent à l'horizon, Kamto consolide son statut d'intellectuel de référence de l'opposition. Cette stratégie de légitimation par la production académique s'inscrit dans une démarche de long terme. Elle vise à ancrer son leadership au-delà des simples considérations électoralistes, en s'appuyant sur une pensée structurée et documentée. Conclusion. Voilà, chers abonnés du Panafricain, ce qu'il fallait retenir de cet ouvrage majeur de Maurice Kamto. Plus qu'un simple livre, c'est une arme intellectuelle et politique, un projet de société théorisé, un véritable manifeste qui cherche à transformer la pensée en action. Mais la question demeure, cette vision trouvera-t-elle un écho dans les urnes ? Maurice Kamto réussira-t-il à transformer son obsession pour l'équité en victoire électorale ? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que le Cameroun est prêt pour ce modèle alternatif de gouvernance ? Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager massivement cette vidéo pour que la voix panafricaine continue de porter haut et fort. La vidéo qui fait débat, peut-être que Alex va nous la proposer, on va la regarder attentivement parce que sur les réseaux sociaux, elle fait pratiquement le buzz. C'est la tournée du président de l'UNDP quand l'élection présidentielle Belouba Maïgari, et la vidéo observe ce véhicule CA, corps administratif, un second CA, toujours corps administratif, je crois qu'il y a un troisième et même peut-être un quatrième des véhicules de l'État.
qui sont ainsi mobilisés. Et sur les réseaux sociaux, le sujet divise. Voilà le troisième, au fond, là-bas. Également immatriculé CA. Le sujet divise. L'UNDP n'a pas encore réagi officiellement aux différents commentaires qui pensent que ministre démissionnaire, il ne devrait plus utiliser les moyens de l'État, lui, David Lobé. C'est élémentaire. Le ministre Bello, s'étant volontairement déchargé de toute responsabilité au sein de l'appareil gouvernemental, ne devrait plus user de quelque instrument de service que ce soit. Je me garde d'être actif dans une appréciation au vu des complexités qui peuvent être liées à cette situation. Je note tout de même que il y avait des conseillers régionaux qui étaient de passage par là, des personnes de la haute administration. Je présume que ces personnes étaient simplement en posture de curieuses, parce que ce serait grave qu'un briscard politique de l'envergure de Bello Bouba Maïgari s'entremêle les pieds en commettant de tels impairs. Il y a un distinguo net à établir entre l'administration et le champ politique. Les véhicules de service ne peuvent être voués aux usages politiques. Cela est connu. Et puis, pour un candidat qui suggère apporter une mutation intégrale dans des comportements que dans les pratiques au sein de la haute administration. Vivement qu'il y ait un communiqué qui vienne nous clarifier. D'accord. Justement, on attendra un communiqué parce qu'on a suivi les blogueurs récupérer cette vidéo pour dire que, bon, ceux qui pensaient que Bello était effectivement candidat, ils ont la réponse. Il n'est pas un candidat réel. Mais on a également appris, à travers ces commentaires, que ça pourrait être le véhicule, l'un des véhicules pourrait être celui du président du conseil régional de la Damawa. C'est aussi ça une grosse curiosité. On en avait parlé en son époque pour dire que comment est-ce que le conseil régional roule en CA. Et les véhicules ont été distribués par le Mindevel, ministère en charge du développement local. On avait déjà trouvé cela assez paradoxal que ces collectivités territoriales décentralisées soient attachées par les véhicules à l'État central. On attend le communiqué Norbert Olivier Baudet pour être sûr et que l'UNDP n'a pas franchi la ligne. Naturellement, on devrait avoir un communiqué pour que ce malentendu soit dissipé, auquel cas le ministre Bello en aura pour son grade, parce que avant cette vidéo, nous avons pris part à sa conférence de presse ici au siège, au quartier Liguesono. On a quand même remarqué une petite curiosité. Il y avait un gendarme là, dans la tenue d'un garde du corps. J'étais avec quelques confrères et je leur pose la question pourquoi il a toujours un garde du corps alors qu'il n'est plus ministre en fonction. Bon, il y a un qui me faisait comprendre que c'était un gendarme mobilisé pour l'encadrement, mais il n'était pas dans la tenue des gendarmes ordinaires. J'étais quand même curieux de savoir qu'il a toujours un garde du corps. Donc, quand on a ces images comme ça et que le malentendu n'est pas dissipé, ça prête à équivoque, ça donne lieu à tout type de conclusions. Et on a envie de dire, mieux, on vote encore le diable qu'on connaît que l'ange qu'on prétend connaître. Parce qu'on a le sentiment aujourd'hui que, en fait, ils n'ont jamais quitté, ces ministres démissionnaires n'ont jamais quitté la piste de danse, puisque il y va de Bello, comme il y va peut-être de Maître Akere Moula, qui l'autre jour contestait l'éligibilité du candidat Biya, mais qui passait le temps à dire que le président Biya venait chez eux quand il était petit, c'est un homme intègre, ainsi de suite. Comment vous trouvez des qualités à quelqu'un à qui vous contestez le statut de ci ou de ça? Donc c'est un peu des incongruités qui ne devraient pas entourer
cette élection présidentielle. C'est vrai, la campagne n'est pas ouverte. Elle sera ouverte le 27 septembre prochain. Mais pour le moment, il faudrait quand même que l'opinion ne soit pas distraite par ce genre d'attitude. Parce que vous convoquez tout à l'heure le fait que les présidents des conseils régionaux et des CA, je crois que ce sont des élus. Auquel cas on donnerait également les CA aux maires, on donnerait les CA aux députés. Et quelqu'un s'est même trompé dans ce commentaire en ajoutant que ça pourrait être des maires. Non, il ne faut pas imaginer que le maire roule en CA. Non, ce n'est pas possible. Et même au niveau des conseils régionaux, c'est même déjà une aberration. Qu'on accepte que le conseil régional reçoive des véhicules qui viennent de l'État central. Voilà. Ce n'est pas possible du tout qu'un élu local roule en CA. Peut-être on dira que le préfet, le sous-préfet était là pour encadrer le meeting. On a vu la voiture du sous-préfet être éjectée par les populations. Donc finalement, il faudrait mieux que les communicants de l'UNDP qui nous regardent sur la toile, qui nous écoutent en ce moment, puissent amener l'opinion à voir une haute idée de ce qui s'est passé du côté de Garoua-Boula, et auquel cas chacun va tirer sa conclusion. Et ça peut impacter sur l'électorat du candidat Bello. C'est vrai, on dira que c'est un caïman. Voilà. Ces frères du RDPC font pareil. Non, Jean-Jacques, meeting politique, on les voit en CA. Il y en a qui disent, à tort ou à raison, que c'est un parti État. Bon, à chacun de se faire sa propre religion. Mais est-ce que c'est facile chez eux? C'est parce que quand on est ministre, parce qu'on se retrouve en mission, est-ce que l'article 2 s'arrête quand on est en meeting politique? Jean-Jacques, parce que votre voisin danse mal, que vous allez danser mal. C'est parce que votre voisin affame ses enfants, que vous allez affamer les vôtres. Non, vous devez vous battre pour que justement, vous devez montrer au quartier, en fait, vous n'avez rien à prouver à quelqu'un, c'est vrai, mais quand il faut faire des comparaisons entre familles, qu'on dise quand même que chez les Jean-Jacques se bat au quotidien pour que ses enfants soient à l'aise. Mais si vous venez chez vous le matin, quand vous demandez la ration, vous dites, est-ce que les enfants des Baudemais mangent? Est-ce qu'ils sont morts pour ça? Non, à notre époque, les époques ne sont plus les mêmes. Donc, vous inscrivez dans la rupture avec l'ordre gouvernant. Et vous voulez poser les mêmes actes que l'ordre gouvernant, ça peut être quand même équivoque. Donc, vivement qu'il y ait un communiqué qui vienne démêler cet écheveau, qui vient dissiper ces malentendus pour que ça n'aille plus dans l'autre sens. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas les médias sociaux. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, journalistes, nous sommes mis à rude épreuve. Parfois, nous sommes obligés, même quand on vient clarifier une situation, on dit que non. On préfère Charles Léon, on préfère Zumento, ils ont dit la vérité, ainsi de suite. Donc, vivement que les communicants, qu'on sait très pertinent du côté de l'UNDP, commettent un communiqué pour que le malentendu soit dissipé. Sur cette question, sur cette vidéo qui peut prêter à confusion quand même. Mais déjà, il faut également préciser que Bello Bouba n'est pas l'ennemi de l'administration. Il peut avoir des amis qui, pendant son séjour de ce côté, peuvent traverser par là. Il ne faut pas absolument croire que ces véhicules appartiendraient aux personnes qui participaient. Au cortège de Bello Bouba. Oui, donc il faut parler aussi avec un peu de réserve. Les gens ils passaient par là, ils sont venus suivre le meeting, c'est ça? Bon, ils ont été balayés par la caméra. Quelle coïncidence. Et surtout que nos amis sur les réseaux sociaux veulent absolument avoir des clichés de la sorte pour faire valoir. Mais c'est un appel à la vigilance et à l'attention. Lorsqu'on est candidat à l'élection présidentielle, avant même, il faut me limiter certaines choses autour d'un et sinon, Jean-Jacques, on devrait aussi faire attention. Sinon, finalement, qui est opposant, qui a démissionné, vous vous souvenez certainement, il y a quelques années, on a annoncé, en tout cas vous avez regardé l'image d'un certain Maurice Kamto à l'entrée de la présidence de la République, son véhicule. Oui. Ça veut dire autrement, il avait démissionné, il est opposant. Aujourd'hui, on a toujours l'impression qu'il est avec... Non, on parlait de l'élégance républicaine. Aujourd'hui, avec Bello Bouba, finalement, est-ce qu'il s'est retiré? Il reste avec ses... Non, on devrait être aussi... On pouvait prendre simplement que, bon, voilà... Ok, on a regardé les véhicules. On est là également face aux interprétations qui peuvent être nourries par le timing de la démission.
et vous quittez à quelques Ouais. jours Ouais. de l'échéance, le temps de vous débarrasser des attributs du pouvoir, ça va être quand même assez compliqué. Mais pour quelqu'un qui a mis autant de temps au pouvoir, c'est pas c'est évident. Hein? Ça va être- Et aussi, pourquoi ça ne dérange pas totalement lorsqu'on regarde ces véhicules CA dans les meetings des autres ou alors de l'autre partie pendant le meeting, il y a des véhicules CA. Ça a des toujours patrons. dérangé quand même. Ça a toujours fait l'objet de débat pour savoir si ces véhicules doivent se retrouver là-bas. Mais vous verrez quand même des gens intelligents vous dire que bon, est-ce qu'il a cessé d'être ministre pour ne pas utiliser le véhicule CA parce qu'il va à un meeting? Il y a tout un débat là-dessus. Là, on fait beaucoup de philosophie Qui autour. qui n'est pas tranché. Quand on va, est-ce qu'on n'est pas ministre? Est-ce qu'on a dit que quand tu sors de Yaoundé, tu n'utilises plus la voiture de l'État? Est-ce que quand tu vas à l'église, au comité de développement ou à un meeting, l'État s'arrête? Et puis, Vous n'incarnez plus, vous ne représentez plus on peut l'État. aussi penser que Bello n'est pas encore totalement. Il fait quoi? Il attend quoi? Il se détache. Alors, dans une J'ai minute, encore le sentiment que chacun des acteurs a un rôle défini qu'il a à jouer. Parce que il faut qu'ils sachent que l'opinion n'est pas due pour aujourd'hui. Ils sont contrôlés au détail près. Vous avez vu l'autre jour, du Mourous et Doudou a demandé même à ceux des 12 candidats de présenter leurs épouses parce qu'ils ne veulent pas avoir des surprises désagréables. pourrait être la première dame. Voilà. Non, mais la donne familiale joue. Oui. On le voit en Occident. Oui, bien sûr. Il faut que le candidat montre qu'il est déjà en mesure de gérer sa propre famille, qu'il a Voilà. une famille d'ailleurs. Voilà. Ça compte ailleurs. Ouais. On commence à lire tout cela. Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il a une femme? Ils sont mariés, ça se passe. Tout cela doit être regardé. Bon, on a des candidats cavaliers solitaires du matin au soir. On voit presque, on ne sait pas d'où ils sortent, comment ils vivent. Mais c'est des éléments qui sont importants en période électorale. Très important. Parce qu'en fait, on doit avoir une idée assez prononcée de celui qui aspire nous diriger. Nous devons connaître du moins physiquement celle qui est à ses côtés, qui peut jouer le rôle de régulateur lorsqu'il est hyper absorbé par du boulot. Parce que vous savez qu'une femme ne se limite pas aux tâches domestiques. La femme est une espèce de fusible qui apporte du baume à la psychologie de son époux. Puis lorsqu'il occupe ses charges lourdes. On veut donc avoir non seulement la femme, la connaître physiquement, avoir aussi une idée de son pédigré. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Est-ce qu'elle est de nature à apporter sérénité, convivialité autour de son époux? Donc ce sont des paramètres qui sont exigibles dans le processus de vote. Merci, on met notre tapis habituel, le temps d'accueillir les communicants, le coordinateur Tabessi, justement. Entre 16 et 40 ans. Tu aimerais participer au développement souverain de ton pays en utilisant nos trésors naturels comme le soleil et les déchets ménagers. Tu aimerais le faire savoir à travers une communication journalistique soignée. Alors Tabessi, pour sa 3e édition de formation gratuite, offre cette opportunité à 30 jeunes Camerounais. La formation se déroulera du 10 septembre au 10 octobre 2025 à Yaoundé, Cité Verte. Pour plus d'informations, bien vouloir contacter le numéro suivant, 654 28 0 54 9. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse électronique suivante, tabessiaza@gmail.com, ou nous joindre via notre page Facebook Messenger, Tabessimag. Merci de nous retrouver sur Marche sur la capitale et accueillons comme cela se doit Stéphane Toupé, coordinateur Tabessi Yaoundé et CEO Eureka Energy. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour M. Javazé. Alors, c'est quoi Tabessi? Tabessi, c'est une association qui fait la promotion de l'éducation des jeunes, part également dans la promotion également de la culture, des échanges interculturels. Donc, il est donc question pour Tabessi de donner des connaissances de base à chaque étudiant ou à chaque jeune qui voudrait bien s'inscrire dans notre programme. Le programme Tabessi, vous annoncez par exemple la 3e édition des formations organisées par Tabessi. Cette 3e édition va porter sur quoi? La 3e édition va porter, comme les éditions précédentes, déjà sur la formation des jeunes dans différents métiers.
c'est-à-dire les énergies renouvelables, en l'occurrence le soleil photovoltaïque. Également, on va également former des jeunes dans le journalisme et également dans le magazine design. Donc, journalisme, magazine design. Oui, ils auront les connaissances de base pour ces différentes supports de formation qui leur permettra également, pourquoi pas, d'approfondir leur formation dans d'autres instituts supérieurs et autres, ou bien trouver un emploi. Ça, c'est intéressant. Et quelle est la durée de cette formation? Qui peut y participer? D'abord, la durée de la formation. Déjà, elle est de 30 jours. 30 jours. Elle va de 10 ou 10. En 30 jours, je pars de mon village, je viens à Tabessi et j'ai déjà les fondamentaux. Vous avez beaucoup de fondamentaux en 30 jours parce que la formation est faite de manière à la rendre assez accessible pour la plupart des jeunes, même ceux qui n'ont pas vraiment un gros bagage intellectuel peuvent avoir accès à cette formation. Justement, la question est là, qui peut y participer? Vous avez parlé de ceux qui n'ont pas un gros bagage intellectuel, c'est-à-dire que Toto peut participer, tout le monde peut participer. En l'occurrence, tout le monde peut participer, mais le minimum, avoir au moins le BEPC. Donc, ça va au moins écrire, lire sans problème. Là, à partir de cette base-là, on va vous inculquer les connaissances de base dans ces différents domaines-là pour pouvoir, pourquoi pas dans le futur, les approfondir encore plus. Formation Tabessi, 30 jours pour les fondamentaux, par exemple du journalisme, j'insiste là-dessus, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent être les Norbert Olivier Baudet, les Pierre Bernard, demain. Mais les avantages, c'est quoi? Quel avantage passer par votre formation? Comme avantage, déjà la formation, nous signalons, elle est gratuite. Donc tous les étudiants qui sont... Gratuite? Oui. Là, il vous faut ajouter les places. Donc, c'est quand on dit gratuit au Cameroun, tout le monde court. Le Ndjo. On aime bien le Ndjo. Donc cette fois-ci, l'association Tabessi dans son rôle qui est de promouvoir l'éducation et cela, ça va se faire déjà de manière gratuite. En plus, comme autre avantage, c'est qu'à la fin de la formation, il y aura des parchemins qui seront donnés à chaque participant qui aura également été assidu à la formation. Et aussi, à la fin de la formation, il y a des prix qu'on remet à chaque étudiant qui se sera démarqué. Alors, on est à la 3e édition. Permettez-nous de vous demander le bilan qu'on peut avoir des 2 précédentes éditions. Ok, comme bilan déjà, comme on l'a tous mentionné, je suis déjà responsable CEO de Eureka Energy. Parmi les élèves qui ont été formés dans les éditions précédentes, nous avons eu à accueillir 2 étudiants qui actuellement travaillent à temps partiel dans notre entreprise. Donc, en plus de cela, il y a d'autres étudiants également qui ont également approfondi les formations dans les instituts supérieurs actuellement et qui suivent dans les énergies renouvelables, particulièrement avec les bases qu'ils ont eues grâce à l'association de Tabessi. D'autres également sont à l'extérieur pour également parfaire leur formation. On va demander à ceux qui nous suivent de prendre leur stylo maintenant et de prendre leur bloc-notes parce que c'est important bénéficier de ces formations en très peu de temps et les formations de qualité avec des ouvertures possibles pour avoir votre premier emploi, même si c'est en temps partiel, parce que ce sera des emplois définitifs. On prend les stylos pour noter les contacts. Comment vous contactez Tabessi? Déjà, Tabessi est situé au niveau de Hawaï, Entrée-Carrière. Donc, comme contact... Hawaï, Entrée-Carrière. Oui, juste à côté de la Neptune. Donc, comme contact, vous pouvez nous contacter via l'adresse mail déjà, tabessiaza@gmail.com. Tabessi Aza. Aza s'écrit comment? ASA. ASA, Tabessi Aza. @gmail.com et comme numéro de téléphone sur lequel les documents qui doivent être envoyés, c'est-à-dire CV et lettre de motivation, c'est le 654 28 05 49. 654 28 05 49. Dès maintenant, on peut vous appeler. Pourquoi pas envoyer des messages via WhatsApp ou bien appeler et également via la plateforme par email. Mais chez vous là, c'est quoi? C'est le SARCA, c'est le SACEDOS. Des formations comme ça, gratuites. Tabessi a de nobles missions. Ça, c'est en fait avec l'association ou bien la pluralité des partenaires que nous avons. Parce que c'est une association à but non lucratif, déjà, nous voulons le dire. Et dans le but de rendre cela accessible à tous, sans avoir besoin de donner des prix forfaitaires ou bien, je ne sais pas, on a donc préféré que cette formation soit gratuite et vous ne payez rien, juste votre formation. Donc, en journalisme, cette fois-ci, c'est sûr. Deuxième formation, ce sera quoi? Deuxième formation, on est également dans les énergies renouvelables. Énergie renouvelable, on en a besoin. En entrepreneuriat écologique, surtout, également. Et j'aimerais signaler comme particularité cette année, les étudiants
de la cohorte précédente vont participer en tant que formateurs. Donc ça va participer à ce qu'ils peuvent également inculquer les connaissances qu'ils ont eu à acquérir. Finalement, c'est une chaîne que vous mettez en place. Exactement. Vous venez vous former, demain vous devenez formateur, vous tendez également la main à tous ces Camerounais qui sont dans le besoin de la formation, surtout dans ces domaines, là, journalisme, énergie renouvelable et autres. Merci beaucoup Stéphane Tchoupé, le coordinateur Tabessi Yaoundé. Vous voulez l'information, vous avez informé. On peut revenir, non? Pourquoi pas? On accueille tout le monde. On peut revenir, on se forme tous les jours. Il faut être up-to-date, parce que les outils évoluent tous les jours. Tel que nous on a fait le journalisme de Mamadou Ebineta. Il faut peut-être se moderniser. Merci beaucoup Tabessi, on va accompagner cette initiative. On viendra également, nous aussi, bénéficier de ce renouvellement des capacités de ce côté-là. Magnifique initiative. N'oubliez pas le contact qui a été donné et qui sera affiché sur nos différentes plateformes et ceux qui nous regardent en ce moment. D'ailleurs, Alex va encore nous proposer les contacts pour appeler Tabessi dès maintenant et bénéficier de ces formations qui sont gratuites. On part de la maison, on paye seulement le taxi. On s'assoit et on vous enseigne. Parfois même, il y a... Non, je ne veux pas tout dire. 654 28 05 49. Voilà le contact. Merci beaucoup Stéphane. À très bientôt. À très bientôt, M. Chazan. On est sur En Marche sur la capitale. Tu es âgé entre 16 et 40 ans. Tu aimerais participer au développement souverain de ton pays en utilisant nos trésors naturels comme le soleil et les déchets ménagers. Tu aimerais le faire savoir à travers une communication journalistique soignée. Alors Tabessi, pour sa 3e édition de formation gratuite, offre cette opportunité à 30 jeunes Camerounais. La formation se déroulera du 10 septembre au 10 octobre 2025 à Yaoundé, Cité Verte. Pour plus d'informations, bien vouloir contacter le numéro suivant 654 28 0 54 9. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse électronique suivante tabessiaza@gmail.com ou nous joindre via notre page Facebook Messenger Tabessimag. Espace partenaire sur En Marche sur la capitale, accueillons l'Institut international de formation professionnelle d'Afrique centrale, en abrégé IFPAC. Rodrigue Yodzo nous retrouve ce matin, c'est le communicant de IFPAC. Bonjour Rodrigue. Bonjour Jean-Jacques et bonjour à tous vos auditeurs et téléspectateurs. Nous sommes à l'approche de la rentrée et des différentes rentrées. Dites-nous du côté de IFPAC, comment est-ce que ça se prépare la rentrée universitaire? Ça se prépare comment là-bas? Oui, l'Institut international de formation professionnelle d'Afrique centrale est très serein en ce moment par rapport aux préparations des rentrées professionnelles et académiques qui se préparent à merveille, il faut le dire. Et nous annonçons déjà à tous les auditeurs et téléspectateurs que le 14 septembre, nous lançons officiellement la rentrée professionnelle et académique 2025-2026. Et en ce moment, c'est la dernière ligne droite. Alors les personnes qui traînent le pas ont quelques jours, quelques semaines
pour s'inscrire, pour avoir une place, parce que le nombre de places sera limité à cette allure. Et il faut le rappeler, on a eu une série de soutenances la semaine passée. Ces apprenants en fin de formation ont fait des rapports de stage, tout s'est bien passé. Et également, il y a un dernier concours lancé le 28 août pour les personnes qui sollicitent une formation le 28 en hôtesse de voyage. Après-demain. Oui, pour ceux qui sollicitent la spécialité hôtesse de voyage. Mais pour les autres filières et spécialités, les inscriptions se font tout simplement sur études de dossier. Donc voilà la tendance qui règne. Donc vous n'avez plus que quelques jours. Le 14 septembre 2025 qui s'est lancé pour la rentrée académique et professionnelle du côté d'IFPAC. Alors pour ceux qui se demandent toujours, mais ces dames, où est-ce qu'on les forme, les hôtesses de voyage, les hôtesses de l'air ou autres hôtesses, parce qu'il ne s'agit pas seulement des hôtesses de l'air qui sont formées de ce côté, on les forme où? Allez à IFPAC pour bénéficier de ces différentes formations. Et c'est l'une des filières là-bas, mais quelles sont justement les différentes filières et spécialités de formation offertes à l'IFPAC? Alors il faut le rappeler que IFPAC offre des formations de pointe dans les filières et spécialités les plus sollicitées sur le marché de l'emploi. Nous avons la filière transport et tourisme qui est la filière phare, avec des spécialités comme hôtesse de voyage, hôtesse de l'air, agent de voyage, steward, douane et transit. Nous avons également la filière santé, sciences de la santé, avec des spécialités comme délégué médical, secrétariat médical et infirmier, aide-soignant et autres. Nous avons aussi la filière technologie de l'information et de la communication, finance et gestion. Et nous avons également les filières technologie industrielle, également la filière qu'on appelle intelligence artificielle. L'IA, voilà, de ce côté-là. Voilà les principales filières et spécialités. Beaucoup de filières. Les portes seront ouvertes pour toutes ces filières dès le 14 septembre prochain, c'est ça? Bien évidemment. Alors, Norbert Oulié-Bodé, qui est parent, a en face de lui le communicant de IFPAC et voudrait savoir qu'est-ce que là on va faire un peu le développement de thèse. Quelles sont les raisons de s'inscrire pour que Norbert Olivier envoie son enfant à IFPAC? Quelles sont les raisons? Ah bon, il y a deux raisons que nous rappelons principalement. La première raison, c'est la garantie d'une compétence certaine sur le plan professionnel. Et cela passe par une formation de pointe offerte par des enseignants de qualité et dévoués. Et cela passe par la mise sur pied des infrastructures de pointe, des ateliers bien équipés, la garantie des stages professionnels dans les entreprises partenaires et le suivi que nous apportons à ces apprenants pour leur permettre de toucher du doigt leur formation. Donc tout est mis sur pied pour que l'apprenant en fin de formation ait des compétences qui correspondent à l'environnement et qui peut être compétitif sur le marché de l'emploi. Donc la compétence, c'est ça. Pour lutter contre le chômage, il faut la compétence. Deuxièmement, il y a un autre facteur clé, l'accompagnement dans l'insertion socio-professionnelle. Alors nous ne formons pas des chômeurs, nous le disons toujours. Il y a déjà assez de chômeurs. Alors nous voulons former des jeunes qui, après formation, peuvent facilement s'insérer sur le marché de l'emploi. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons à leur disposition un accompagnement avec les partenaires des entreprises. Alors dans le groupe global, nous avons plusieurs entités, plusieurs entreprises. Déjà, tous les majors de nos promotions sont recrutés au sein de l'entreprise déjà. Directement. Oui, et parce qu'il faut dire que IFPAC appartient à un groupe qui s'appelle Global. Oui, Global. Je connais bien un groupe qui a plusieurs entreprises dans plusieurs domaines d'activité. Et également les entreprises partenaires également. Nous positionnons, à ce jour, nous avons déjà positionné, on le dit bien, au moins une cinquantaine d'hôtesses de voyage dans les compagnies aériennes comme Camerco et à l'aéroport également. Parce que nous sommes le tout premier institut de formation des hôtesses de l'air en Afrique, au Cameroun plus précisément. Donc ça c'est déjà certifié. Et aussi nous avons des partenariats avec des institutions à l'international. Alors il y a des spécialités ou des filières comme hôtellerie, restauration. Lorsque vous suivez une formation en agro-industrie également, vous pouvez donc obtenir une bourse qui vous permet de poursuivre vos études en Italie et tout simplement de trouver du travail de ce côté. Donc il y a une possibilité d'immigrer à l'étranger. C'est également notre accompagnement. Et ceux qui veulent s'auto-employer, on peut faire un accompagnement technique et financier lorsque vous avez des projets innovants en start-up pour les apprenants de la filière industrie-technologie.
Oui, donc nous avons 2 atouts majeurs, la garantie d'une compétence et l'accompagnement dans l'insertion socio-professionnelle. Alors, où se rendre pour retrouver les installations IFPAC? Comment on rentre en contact avec IFPAC? Alors, IFPAC a pour siège social le Carrefour Mec, Cité Verte, rue des Généraux. Et nous avons plusieurs campus, les campus de proximité, on l'a appelé, pour se rapprocher des apprenants parce qu'on est conscient qu'il y a toute une grande distance. La ville est vaste. Alors il faudrait que chaque apprenant se retrouve proche. Voilà pourquoi nous avons un campus à Mimbouman, entrée Lundu, Bakaodu. Nous avons un campus à Mélin, oui, Foucault-Mélin. Et il y a un campus à Bastos, Carrefour Membi Bastos. Oui, il y a un campus de ce côté-là. Il y a également des campus à Kribi, à Bafoussam et à Douala. Donc IFPAC se veut une structure qui se rapproche de ses apprenants au plus. Alors les contacts téléphoniques, nous les précisons, nous ne manquons pas de les préciser parce que ceux qui n'ont pas le moyen de venir en agence peuvent tout simplement nous joindre par téléphone, avoir tous les renseignements et même s'inscrire. Alors il y a 2 numéros clés. Il y a le numéro 680 22 11 68. Oui, le 680 22 11 68. Nous avons aussi le numéro 698 74 54 10. Le 698 74 54 10. Appelez à ce numéro le plus tôt possible et on vous donnera toutes les informations nécessaires qui vous permettent de vous inscrire parce que les inscriptions ont déjà commencé et se poursuivent de lundi à samedi à partir de 8h30. Tous les campus sont ouverts pour vous accueillir. Merci Rodrigue Yodjo de l'Institut international de formation professionnelle d'Afrique centrale, IFPAC. Merci d'être passé. Rendez-vous bientôt. Merci et nous espérons nous retrouver sur ce plateau de En Marche sur la capitale. En Marche sur la capitale se poursuit. Une formation professionnelle qui vous permet d'apprendre un métier, de trouver un emploi ou de créer votre propre entreprise. Alors, inscrivez-vous à l'Institut international de formation professionnelle d'Afrique centrale, en abrégé IFPAC. L'Institut international IFPAC vous forme dans les filières suivantes: transport et logistique. Jamais quitté la piste de danse, puisque il y va des bélos. Comme il y va peut-être de mettre à Kéremoula qui l'autre jour contestait l'éligibilité du candidat Biya, mais qui passait le temps à dire que le président Biya venait chez eux quand il était petit, c'est un homme intègre, ainsi de suite. Comment vous trouvez des qualités à quelqu'un à qui vous contestez le statut de ci ou de ça? Donc c'est un peu des incongruités qui ne devraient pas entourer cette élection présidentielle. C'est vrai, la campagne n'est pas ouverte, elle sera ouverte le 27 septembre prochain, mais pour le moment il faudrait quand même que l'opinion ne soit pas distraite par ce genre d'attitude, parce que vous convoquez tout à l'heure le fait que les présidents des conseils régionaux et des CA, je crois que ce sont des élus, auquel cas on donnerait également les CA aux maires, on donnerait les CA aux députés. Et quelqu'un s'est trompé dans ce commentaire en ajoutant que ça pourrait être des maires. Non, il ne faut pas imaginer que le maire roule en CA. Non, ce n'est pas possible. Et même au niveau des conseils régionaux, c'est même déjà une aberration. Qu'on accepte que le conseil régional reçoive des véhicules qui viennent de l'État central. Voilà. Ce n'est pas possible du tout qu'un élu local roule en CA. Peut-être on dira que le préfet, le sous-préfet était là pour encadrer le meeting. Ben, on a vu la voiture du sous-préfet être éjectée par les populations. Donc finalement, il faudrait mieux que les communicants de l'UNDP qui nous regardent sur la toile, qui nous écoutent en ce moment, puissent amener l'opinion à avoir une haute idée de ce qui s'est passé du côté de Garoua-Boula, et auquel cas chacun va tirer sa conclusion. Et ça peut impacter sur l'électorat du candidat Bello. C'est vrai, on dira que c'est un caïman. Voilà. Ces frères du RDPC font pareil. Non, Jean-Jacques, meeting politique, on les voit en CA. Il y en a qui disent, à tort ou à raison, que c'est un parti-État. Bon, à chacun de se faire sa propre religion. Mais est-ce que c'est facile? C'est parce que quand on est ministre, parce qu'on se retrouve en mission, est-ce que l'article 2 s'arrête quand on est en meeting politique? Jean-Jacques, parce que votre voisin danse mal, que vous allez danser mal. C'est parce que votre voisin affame ses enfants que vous allez affamer les vôtres.
Non, vous devez vous battre pour que justement, vous devez montrer au quartier, en fait, vous n'avez rien à prouver à quelqu'un, c'est vrai, mais quand il faut faire des comparaisons entre familles, qu'on dise quand même que chez les Jean-Jacques se bat au quotidien pour que ses enfants soient à l'aise. Mais si vous venez chez vous le matin, quand vous demandez la ration, vous dites, est-ce que les enfants des Bodimé mangent? Est-ce qu'ils sont morts pour ça? Non, à notre époque, les époques ne sont plus les mêmes. Donc, vous inscrivez dans la rupture avec l'ordre gouvernant et vous voulez poser les mêmes actes que l'ordre gouvernant, ça peut être quand même équivoque. Donc, vivement qu'il y ait un communiqué qui vienne démêler cet écheveau, qui vient dissiper ces malentendus pour que ça n'aille plus dans l'autre sens. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas les médias sociaux. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, journalistes, nous sommes mis à rude épreuve. Parfois, nous sommes obligés, même quand on vient clarifier une situation, on dit que non. On préfère Charles Léon, on préfère Zumento, ils ont dit la vérité, ainsi de suite. Donc, vivement que les communicants, qu'on sait très pertinent du côté de l'UNDP, commettent un communiqué pour que le malentendu soit dissipé. Sur cette question, sur cette vidéo qui peut prêter à confusion quand même. Mais déjà, il faut également préciser que Bello Bouba n'est pas l'ennemi de l'administration. Il peut avoir des amis qui, pendant son séjour de ce côté, peuvent traverser par là. Il ne faut pas absolument croire que ces véhicules appartiendraient aux personnes qui participaient. Au cortège de Bello Bouba. Oui. Donc, il faut parler aussi avec un peu de réserve. Bon, les gens ils passaient par là, ils sont venus suivre le meeting, c'est ça. Bon, ils ont été balayés par la caméra. Quelle coïncidence. Et surtout que nos amis sur les réseaux sociaux veulent absolument avoir des clichés de la sorte pour faire valoir. Mais c'est un appel à la vigilance et à l'attention. Lorsqu'on est candidat à l'élection présidentielle, avant même, il faut me limiter certaines choses. Et sinon, Jean-Jacques, on devrait aussi faire attention. Sinon, finalement, qui est opposant, qui a démissionné, vous vous souvenez certainement, il y a quelques années, on a annoncé, en tout cas vous avez regardé l'image d'un certain Maurice Kamto à l'entrée de la présidence de la République, son véhicule. Ça veut dire autrement, il avait démissionné, il est opposant. Aujourd'hui, on a toujours l'impression qu'il est avec... Non, on parlait de l'élégance républicaine. Cher au professeur Bouffondon. Aujourd'hui, avec Bello Bouba, finalement, est-ce qu'il s'est retiré? Il reste avec ses... Non, on devrait être aussi... On pouvait prendre simplement que, bon, voilà... Ok, on a regardé les véhicules. On est là également face aux interprétations qui peuvent être nourries par le timing de la démission. Vous quittez à quelques jours de l'échéance, le temps de vous débarrasser des attributs du pouvoir, ça va être quand même assez compliqué. Mais pour quelqu'un qui a mis autant de temps au pouvoir, c'est pas évident. Hein? Et aussi, pourquoi ça ne dérange pas totalement lorsqu'on regarde ces véhicules CA dans les meetings des autres ou alors de l'autre partie pendant le meeting, il y a des véhicules CA. Ça a toujours dérangé quand même, ça a toujours fait l'objet de débat. Pour savoir si ces véhicules doivent se retrouver là-bas. Mais vous verrez quand même des gens intelligents vous dire que bon, est-ce qu'il a cessé d'être ministre pour ne pas utiliser le véhicule CA parce qu'il va à un meeting? Il y a tout un débat là-dessus. Là, on fait beaucoup de philosophie autour. Qui n'est pas tranché. Est-ce qu'on n'est pas ministre? Est-ce qu'on a dit que quand tu sors de Yaoundé, tu n'utilises plus la voiture de l'État? Est-ce que quand tu vas à l'église, au comité de développement ou à un meeting, l'État s'arrête, et puis, vous n'incarnez plus, vous ne représentez plus l'État. On peut aussi penser que Bello n'est pas encore totalement. Il fait quoi? Il attend quoi? Il se détache. Alors, on a le sentiment que chacun des acteurs a un rôle défini qu'il a à jouer. Parce que il faut qu'il sache que l'opinion n'est pas due pour aujourd'hui. Ils sont contrôlés au détail près. Vous avez vu l'autre jour du Mourous et Doudou a demandé même à ceux des 12 candidats de présenter leurs épouses parce qu'ils ne veulent pas avoir des surprises désagréables. Pourrait être la première dame. Voilà. Non mais la donne familiale joue. On le voit en Occident. Oui, bien sûr. Il faut que le candidat montre qu'il est déjà en mesure de gérer sa propre famille, qu'il a une famille d'ailleurs. Ça compte ailleurs. On commence à lire tout cela. Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il a une femme? Ils sont mariés, ça se passe. Tout cela doit être regardé. Bon, on a des candidats cavaliers solitaires du matin au soir. On voit presque, on ne sait pas d'où ils sortent, comment ils vivent. Mais c'est des éléments qui sont importants
en période électorale. Très important. Parce qu'en fait, on doit avoir une idée assez prononcée de celui qui aspire nous diriger. Nous devons connaître du moins physiquement celle qui est à ses côtés, qui peut jouer le rôle de régulateur lorsqu'il est hyper absorbé par du boulot. Parce que vous savez qu'une femme ne se limite pas aux tâches domestiques. La femme est une espèce de fusible qui apporte du baume à la psychologie de son époux. Puis lorsqu'il occupe ses charges lourdes. On veut donc avoir non seulement la femme, la connaître physiquement, avoir aussi une idée de son pédigré. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Est-ce qu'elle est de nature à apporter sérénité, convivialité autour de son époux? Donc ce sont des paramètres qui sont exigibles dans le processus de vote. Merci, on met notre tapis habituel, le temps d'accueillir les communicants, le coordinateur Tabessi justement. Entre 16 et 40 ans. Tu aimerais participer au développement souverain de ton pays en utilisant nos trésors naturels comme le soleil et les déchets ménagers. Tu aimerais le faire savoir à travers une communication journalistique soignée. Alors Tabessi, pour sa 3e édition de formation gratuite, offre cette opportunité à 30 jeunes Camerounais. La formation se déroulera du 10 septembre au 10 octobre 2025 à Yaoundé, Cité Verte. Pour plus d'informations, bien vouloir contacter le numéro suivant 654 28 0 54 9. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse électronique suivante tabessiaza@gmail.com ou nous joindre via notre page Facebook Messenger Tabessimag. Merci de nous retrouver sur Marche sur la capitale et accueillons comme cela se doit Stéphane Toupé, coordinateur Tabessi Yaoundé et CEO Eureka Energy. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour M. Jean-José. Alors c'est quoi Tabessi? Tabessi, c'est une association qui fait la promotion de l'éducation des jeunes par également dans la promotion également de la culture, des échanges interculturels. Donc, il est donc question pour Tabessi de donner des connaissances de base à chaque étudiant ou à chaque jeune qui voudrait bien s'inscrire dans notre programme. Le programme Tabessi, vous annoncez par exemple la 3e édition des formations organisées par Tabessi. Cette 3e édition va porter sur quoi? La 3e édition va porter, comme les éditions précédentes, déjà sur la formation des jeunes dans différents métiers, c'est-à-dire les énergies renouvelables, en l'occurrence le soleil photovoltaïque. Également, on va également former des jeunes dans le journalisme et également dans le magazine design. Donc, journalisme, magazine design. Oui, ils auront les connaissances de base pour ces différentes support de formation qui leur permettra également, pourquoi pas, d'approfondir leur formation dans d'autres instituts supérieurs et autres, ou bien trouver un emploi. Ça, c'est intéressant. Et quelle est la durée de cette formation? La durée de la qui peut y participer? D'abord, la durée de la formation. Déjà, elle est de 30 jours. 30 jours. Elle va du 10 au 10. En 30 jours, je pars de mon village, je viens à Tabessi et j'ai déjà les fondamentaux. Vous avez beaucoup de fondamentaux en 30 jours parce que la formation est faite de manière à la rendre assez accessible pour la plupart des jeunes, même ceux qui n'ont pas vraiment un gros bagage intellectuel peuvent avoir accès à cette formation. Justement, la question est là, qui peut y participer? Vous avez parlé de ceux qui n'ont pas un gros bagage intellectuel, c'est-à-dire que Toto peut participer, tout le monde peut participer? En l'occurrence, tout le monde peut participer, mais le minimum, avoir au moins le BEPC. Au moins le donc, BEPC. Ça va au moins écrire, lire sans problème. Là, à partir de cette base-là, on va vous inculquer les connaissances de base dans ces différents domaines-là pour pouvoir, pourquoi pas, dans le futur, les approfondir encore plus. Formation Tabessi, 30 jours pour les fondamentaux, par exemple du journalisme, j'insiste là-dessus, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent être les Norbert Olivier Baudet, les Pierre Bernard, Coigneux demain. Mais les avantages, c'est quoi? Quel avantage passer par votre formation? Comme avantage, déjà la formation, nous signalons, elle est gratuite. Donc tous les étudiants qui sont... Gratuite? Oui. Là, il vous faut ajouter les places. Donc, c'est quand on dit gratuit au Cameroun, tout le monde court. Le Njo. On aime bien le Njo. Donc cette fois-ci, l'association Tabessi dans son rôle qui est de promouvoir l'éducation. Et cela, ça va...
de son apogée. Déjà presque arrivé à la fin de cette édition spéciale, l'une des chaînes sociopolitiques. Alors, bienvenue donc pour la prochaine.